merci pour cette présentation. Moi, je vais plutôt traiter des qualifications qui sont susceptibles de s'appliquer. Donc, depuis le début du conflit en Ukraine et avant même qu'il y ait de véritables analyses juridiques qui n'interviennent, on a tout de suite envisagé les crimes internationaux pour décrire ce qui était en train de se passer en Ukraine. En réalité, c'est une sorte de réaction un peu intuitive, un peu instinctive, parce qu'on sait depuis Nuremberg et depuis toutes les expériences tragiques du XXe siècle que l'emploi de la violence en masse, à grande échelle et a fortiori quand il procède d'une politique étatique, relève de la justice pénale internationale. Donc l'intuition est bonne, hein. Effectivement, ces crimes, ils ont vocation à s'appliquer aux rapports fratricides qui peuvent opposer des peuples entre eux, différentes collectivités. Et plus précisément, ces crimes, ils s'appliquent à des comportements qui intègrent des entreprises de destruction ou à tout le moins de persécution, qui visent des collectivités parce que ces collectivités ont été désignées comme un ennemi à supprimer par un groupe qui a donc décidé qu'elle ne devait plus être représentée, cette collectivité. Donc en l'occurrence, ce sont les collectivités russes et ukrainiennes qui entretiennent ce rapport d'inimitié, et ce sont donc tous les comportements qui participent des offensives menées, tous les crimes qui sont commis dans le cadre de la campagne russe, mais aussi pourquoi pas dans le cadre de la réaction défensive ukrainienne, qui sont susceptibles de constituer des crimes internationaux. La question, c'est de savoir quels crimes internationaux, de quels crimes internationaux est-ce qu'on parle, et donc ça revient à s'interroger sur les qualifications pénales qui sont applicables. Et en deuxième analyse, on peut aussi se demander qui va pouvoir en être déclaré responsable. Donc, dans un premier temps, il faut quand même s'affairer à déterminer quelles qualifications s'appliquent. Si on se réfère au statut de Rome, il existe 4 crimes internationaux. Le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression. Les deux dernières, donc le crime de guerre et le crime d'agression, sont des infractions qui sont intimement liées à l'existence d'un contexte armé, d'un contexte de conflit armé. Donc, dans la mesure où la situation en Ukraine présente tous les caractères d'un conflit armé, ce sont ces qualifications qui s'imposent avec le plus d'évidence. Mais comme le conflit a évolué et qu'il a débouché sur des massacres de civils, ce qui a priori est un peu plus éloigné d'un conflit parce que par définition les civils ne participent pas aux hostilités, on a commencé à s'interroger sur l'éventualité d'appliquer les qualifications de crime contre l'humanité ou de génocide. Donc, on va essayer de démêler un peu le vrai du faux, de revenir sur les différentes qualifications pour voir lesquelles sont les plus pertinentes et lesquelles devraient en priorité s'appliquer à la situation en Ukraine. Donc, on va commencer d'abord avec celles qui s'imposent le plus naturellement en l'occurrence, donc celles qui sont liées à un contexte de guerre. Donc, comme j'ai dit, il y en a 2, le crime d'agression et le crime de guerre. Ce sont deux infractions qui sont complémentaires parce qu'elles visent des comportements différents et des acteurs différents. Donc, on va les envisager successivement. Tout d'abord, le crime d'agression. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est sans doute le crime international le plus méconnu. Pourtant, c'est aussi le plus ancien. Et c'est une qualification qui a fondé la mise en accusation et la condamnation d'une bonne partie des dirigeants nazis à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Encore qu'à l'époque, on appelait l'infraction crime contre la paix. Le nom a changé, mais en substance, ça reste le même comportement qui est visé. Donc, quel est ce comportement? Eh bien, le crime d'agression se rapporte à ce qu'on appelle un acte d'agression. Et le statut de Rome définit l'acte d'agression, en son article 8 bis, comme l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. Donc ça, c'est la définition abstraite. Et le statut de Rome donne ensuite des exemples. Il souligne notamment que l'invasion d'un territoire, l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État, ainsi que l'occupation militaire qui en résulte, constituent par exemple des actes d'agression. Même chose pour le bombardement d'un territoire. Ça constitue, au sens du statut de Rome, un acte d'agression. Donc, si on fait le rapprochement avec les offensives russes qui ont été lancées le 24 février dernier, il est clair que les opérations qui ont été réalisées revêtent les caractères d'un acte d'agression. Mais le crime d'agression ne sanctionne pas une situation, il sanctionne un comportement qui se rattache à cette situation. Donc, quel est ce comportement?
Le statut de Rome nous répond, il nous dit c'est le fait de planifier, préparer, lancer ou exécuter un tel acte d'agression. Donc, en d'autres termes, et peut-être plus concrètement, en réalité, le crime d'agression vient sanctionner le fait d'organiser la guerre, de la conception des plans jusqu'à la direction des opérations armées. Donc, c'est par exemple le fait de programmer une attaque ou le fait de la déclencher, de dire bon, on attaque maintenant, lancer les bombardements. Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'ils disent, mais vous voyez l'idée. Donc, c'est vraiment, en tout cas, la partie décisionnelle de la guerre qui est couverte par le crime d'agression. Tout le processus de direction et non la partie opérationnelle, c'est-à-dire la manière dont va être concrètement menée la guerre. Là, c'est plutôt la partie intellectuelle. Donc, la qualification de crime d'agression permet de remonter aux origines de la guerre, en l'occurrence aux origines du conflit, et de réprimer donc toute la politique martiale conduite par le régime russe. Donc ça, c'était pour le quoi, et à partir de là, on peut comprendre qui peut être concerné par cette qualification. Eh bien, ce sont les décideurs qui sont concernés par le crime d'agression, puisqu'il est question de l'organisation de la guerre d'agression. Le statut de Rome prévoit plus précisément que peuvent commettre un crime d'agression toute personne qui est effectivement en mesure de contrôler l'action politique ou militaire d'un État. Donc on voit c'est un leader qui peut être un leader politique ou militaire. Donc un dirigeant politique, Vladimir Poutine, le chef de l'État russe, un dirigeant militaire, Valéry Gerasimov, le chef de l'état-major général russe, par exemple. Donc, a priori, le cercle des responsables est défini assez largement, puisque vous voyez, il y a différents types de pouvoirs qui sont considérés, militaires ou politiques. Et c'est d'autant plus large qu'un pouvoir de fait suffit. C'est-à-dire qu'il suffit de constater que quelqu'un est effectivement, dans les faits, en mesure de contrôler cette action militaire ou politique pour qu'il puisse être inquiété, mais il n'a pas besoin qu'il agisse en vertu d'une qualité officielle. Donc, ça veut dire qu'un proche collaborateur d'un dirigeant, une éminence grise, mais qui agirait dans l'ombre, pourrait tout à fait être poursuivie, même si elle n'a pas un statut particulier au sein du pouvoir. En revanche, on peut se poser la question des oligarques. Donc, l'oligarchie russe, qui a quand même une place importante, et donc ce sont toutes ces personnalités de premier plan dans le monde des affaires russes qui détiennent un certain pouvoir économique et qui entretiennent pour certains des liens importants avec le Kremlin. Est-ce que les oligarques, est-ce que ces hautes figures industrielles, économiques de la Russie pourraient être inquiétées, par exemple, si elles financent, de près ou de loin, la guerre d'agression qui a été conduite? Alors, à Nuremberg, c'était le cas. On pouvait envisager la mise en cause d'industriels ou de hautes figures de la finance. Avec la définition actuelle du crime d'agression, ça paraît un petit peu plus compliqué, puisqu'il faut, comme je vous l'ai dit, un contrôle effectif de l'action politique ou militaire de l'État. Donc, sauf à établir que les oligarques contrôlent les affaires extérieures, les affaires politiques extérieures de la Russie, ça va être compliqué de pouvoir les poursuivre sur ce fondement. Et c'est d'autant moins vraisemblable que Vladimir Poutine concentre quand même entre ses mains une grande partie du pouvoir. Mais quoi qu'il en soit, la qualification de crime d'agression ici apparaît des plus utiles, puisqu'elle va permettre d'atteindre les cerveaux de la guerre, ceux qui l'ont conçue et ceux qui l'ont mise en œuvre, et donc ceux qui sont à l'origine du conflit qui a été amorcé le 24 février dernier. En revanche, ça ne va pas permettre d'atteindre tous les comportements qui sont commis dans le cadre de la conduite des hostilités, tous les crimes, tous les excès de la guerre elle-même. Ça, c'est l'objet du crime de guerre. Donc, c'est la deuxième qualification qu'on peut envisager. Donc, comme le crime d'agression, le crime de guerre se rapporte à un contexte d'emploi de la force armée, précisément un contexte de conflit armé. Donc, en l'occurrence, c'est un conflit armé international parce qu'il oppose deux États entre eux. On a un rapport de force entre l'Ukraine et la Russie. Et l'infraction de crime de guerre s'inscrit au cœur de ce rapport de force, au cœur du conflit. Il participe de la conduite concrète des hostilités, donc c'est en quelque sorte le revers du crime d'agression. On vise ici le comportement des soldats, de ceux qui exécutent la guerre concrètement sur le terrain, pas de ceux qui la pensent.
Plus précisément, en quoi consiste le crime de guerre? Eh bien, en réalité, c'est une infraction aux multiples facettes. Si vous regardez le statut de Rome un jour, c'est à l'article 8 que l'infraction est définie. Il y a plus de 50 comportements qui sont recensés. Et certains de ces comportements sont définis très, très largement, de sorte qu'ils peuvent s'appliquer, dans les faits, à encore plus d'actions qu'on pourrait même imaginer. Donc, on ne pourra pas tous les énumérer, mais on peut dire que tous ces comportements, ils peuvent être schématiquement classés en deux catégories. D'un côté, on a des crimes de guerre qui consistent dans l'emploi de méthodes ou de moyens de guerre qui sont interdits. Donc, ça va être par exemple les pillages, la prise d'otages ou l'emploi de certaines armes, des armes chimiques par exemple, ou certains poisons, parce que cela cause des souffrances inutiles, des souffrances qu'on pourrait éviter même si on est dans le cadre d'une guerre. Et d'un autre côté, on a les crimes de guerre qui consistent, qui viennent sanctionner l'atteinte de certaines catégories de personnes et de biens, notamment les personnes et les biens à caractère civil. Pourquoi? Eh bien parce que ça fait bien longtemps qu'on s'est rendu compte que la guerre ne fait pas des ravages uniquement dans les rangs des forces armées, qu'au cours d'un conflit, les relations humaines se polarisent et de sorte qu'on est soit l'ami, soit l'ennemi. Et que toutes les personnes qui sont finalement exposées de près ou de loin aux hostilités sont intégrées à cette logique, ce qui conduit à ce que des civils qui ne prennent pas les armes et qui ne prennent pas part à la guerre se trouvent pour autant visés parce qu'ils sont finalement assimilés à la figure de l'ennemi. Donc, on ne les a pas laissés pour compte et le droit pénal international est intervenu pour incriminer toutes les formes d'atteinte qui pourraient être portées à ces personnes exposées aux hostilités. Donc, les atteintes à la vie, hein, on incrimine le meurtre de civils par exemple, mais aussi la torture, les violences physiques et également les violences sexuelles. Parce que la pratique du viol comme arme de guerre est devenue malheureusement une pratique très courante. On le déplorait déjà lors du conflit en ex-Yougoslavie et tous les faits, les témoignages qui sont rapportés d'Ukraine aujourd'hui montrent que c'est encore une pratique qui est employée au cours des conflits armés. Donc, en définitive, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut se garder de réduire le crime de guerre à un simple fait de guerre qui serait commis au cours d'affrontements sur un champ de bataille bien déterminé. En réalité, c'est une infraction qui est beaucoup plus large que cela et qui peut couvrir les massacres de personnes qui ne participent pas aux affrontements, donc des personnes civiles par exemple, mais également la destruction d'infrastructures sanitaires, culturelles, religieuses. Voilà, toutes les destructions, toutes les atteintes qui peuvent intervenir au cours d'un conflit dans la mesure où celles-ci s'inscrivent quand même dans le cadre d'une campagne de guerre, d'une politique martiale. Et c'est donc ce champ très large du crime de guerre qui va lui permettre ici de s'appliquer aux massacres et aux exactions qui sont commises en Ukraine par les soldats russes lors des campagnes en Russie. On peut penser notamment au massacre de Boutcha dont il a été question en introduction. On a eu notamment des exécutions de civils et également des viols collectifs. La qualification de crime de guerre pourrait tout à fait s'appliquer. Même chose pour le bombardement de certaines infrastructures, la maternité de Mariupol, on avait peut-être entendu parler, ou encore les bombardements de la gare de Kramatorsk ou de l'aéroport d'Odessa. Donc toutes ces destructions-là, de la même manière, elles pourraient être qualifiées de crimes de guerre. Dernière précision quant aux responsables, cette fois, puisque, on l'a dit, le crime de guerre s'applique aux crimes commis dans le cadre de la conduite concrète des hostilités, eh bien, on comprend que c'est une infraction qui a avant toute chose vocation à sanctionner les membres des forces armées, les soldats, les exécutants de la politique martiale, et plus les têtes pensantes. Donc ceux qui conduisent vraiment la guerre, qui portent les armes et qui incarnent finalement la lutte armée. Pardon. Donc, à la rigueur, on peut étendre ça à leur chef hiérarchique immédiat, leur supérieur, ceux qui supervisent les opérations et qui n'ont pas permis d'empêcher la réalisation des crimes. Mais c'est quand même une responsabilité qui va rester centrée sur le comportement des factions exécutantes et non sur celui des têtes pensantes de la guerre. Bon, en conclusion, on peut retenir qu'il ne fait absolument aucun doute que ces qualifications liées à un contexte de guerre peuvent ici s'appliquer et surtout qu'elles permettent de couvrir en réalité l'ensemble des crimes, l'ensemble de la situation en Ukraine. C'est-à-dire le crime de guerre pourra permettre de sanctionner tous les excès de la guerre qui sont commis par les exécutants, par les membres des forces armées dans le cadre de la lutte armée. Et le crime d'agression s'appliquera au cercle des dirigeants, politiques ou militaires,
à ceux qui ont organisé la guerre. Donc, on a deux infractions définitives qui sont applicables ici, qui se complètent très bien et qui sont donc fortement utiles pour retranscrire l'intégralité de la situation. Mais alors même que ces infractions paraissent particulièrement indiquées, on a là, ces derniers temps, de plus en plus de voix, surtout de responsables politiques qui s'élèvent pour dire qu'on devrait préférer les qualifications de crimes contre l'humanité ou de génocide. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Cette tendance à recourir à ces dernières qualifications, elle s'est imposée à mesure que s'est développé le conflit et que des récits décrivant des atrocités toujours plus vives, toujours plus nombreuses, se sont multipliés. Et donc, à partir de là, les qualifications relatives à un contexte de guerre ont été un peu délaissées au profit de ces qualifications de crimes contre l'humanité ou de génocide. Alors, pourquoi? On peut imaginer deux raisons à ça. La première, c'est que donc le conflit armé s'est globalisé et il passe désormais par des attaques contre les civils. Et quand c'est le cas, même si la qualification de crime de guerre est applicable, hein, on l'a vu, on a tendance à se référer immédiatement aux crimes contre l'humanité. Donc là, très récemment, vous avez Jean-Yves Le Drian, par exemple, qui a utilisé cette qualification pour parler de l'attaque de la gare de Kramatorsk. Et vous avez d'autres responsables politiques qui ont même parlé de génocide, notamment pour le massacre de Boutcha. Vous avez le président ukrainien, Zelensky, d'abord, mais il y a également Joe Biden qui s'est référé à cette qualification, ainsi que le Premier ministre polonais. Donc ça, c'est la première raison, c'est parce qu'on vise des civils. Et la deuxième, c'est que ces qualifications sont affectées d'une charge symbolique plus importante. On considère qu'elles sont plus graves. Et donc, à chaque fois qu'on veut dénoncer l'horreur d'une situation, à chaque fois qu'on veut exprimer une indignation particulière, eh bien, on préfère se référer aux crimes contre l'humanité et au génocide. Mais est-ce que ces qualifications sont pertinentes ici pour décrire les faits commis en Ukraine? Est-ce qu'elles ont vocation à s'appliquer? Alors, je ne vais pas apporter, selon moi, la même réponse pour les deux qualifications. Le crime contre l'humanité, pourquoi pas? On peut l'envisager, ce qu'on va voir dans un premier temps. Le génocide, en revanche, ça semble pas vraiment pertinent, ce qu'on verra par la suite. S'agissant d'abord du crime contre l'humanité, est-ce que cette qualification est applicable aux faits commis en Ukraine? Cette qualification, on peut la retenir lorsqu'il est question d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile en application d'une politique. Donc, vous voyez, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est la qualité de civil du groupe visé. Donc, il faut que l'attaque vise des personnes qui ne sont pas des combattants, qui ne participent pas aux hostilités. Donc, en l'occurrence, on peut tout à fait vérifier ce critère. Par exemple, pour le massacre de Boutcha, les bombardements de la gare de Kramatorsk, le bombardement de l'aéroport d'Odessa, ce sont bien des civils qui ont été atteints. Donc, le premier critère est vérifié, pas de difficulté. Ensuite, il y a un critère donc, de massivité qui renvoie au fait que l'attaque présente un caractère généralisé ou systématique. Donc, étant précisé que ce sont des critères alternatifs, c'est-à-dire qu'il suffit de vérifier l'un ou l'autre de ces caractères, pas besoin d'établir que les deux sont réunis. Donc, le critère généralisé, d'un côté, ça renvoie à une approche plutôt quantitative de la violence. Ça suppose que l'attaque est présentée une certaine ampleur qui peut être vérifiée soit à l'égard du déroulement des opérations, c'est-à-dire que l'attaque a été effectuée sur une grande échelle, une grande zone géographique par exemple, ou alors sur un laps de temps assez étendu, ou alors une certaine ampleur de par son résultat, parce qu'il y a eu un nombre très important de victimes. Donc ce critère, comme ça, il paraît assez simple, mais en réalité, il est assez difficile à établir dans les faits, surtout au début d'un conflit et lorsqu'on assiste aux premières manifestations de la violence à travers des attaques qui sont assez localisées. Puisque la question qu'on va se poser, c'est à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'une attaque présente une ampleur suffisante? C'est toute la question et il n'est pas toujours facile d'y répondre, puisque évidemment, on n'a pas fixé de seuil. On n'a pas fixé de seuil parce que ça reviendrait à poser un nombre minimal de victimes, ce qui serait d'abord choquant, mais ensuite assez peu réaliste, puisque deux attaques ne se ressembleront pas forcément, et il y en a une qui pourrait faire moins de victimes, mais présenter pour autant un caractère davantage généralisé. Donc, on ne fixe pas de seuil, mais
Mais il va bien falloir quand même établir que l'attaque présentait ce caractère généralisé. Et dans les faits, on peut constater que les juges internationaux sont parfois assez exigeants. Par exemple, lors du conflit en ex-Yougoslavie, les juges du tribunal pénal international ont pu considérer qu'une attaque qui avait fait 350 victimes ne présentait pas un caractère généralisé. Donc 350 victimes, là, si on compare avec ce qui se passe en Ukraine, on voit que les massacres considérés n'ont pas vraiment été plus meurtriers. Le bombardement de l'aéroport d'Odessa, il n'y a eu aucune victime. Le bombardement de la gare de Kramatorsk, il y a eu 57 victimes. Et le massacre de Boutcha, qui est celui qui est le plus important parmi ceux qui ont été relatés jusqu'ici, il y a eu 350 victimes. Et donc 350, c'est exactement le même nombre de victimes que ce qui avait été considéré comme étant insuffisant pour qualifier une attaque généralisée devant le TPI grec. Donc si on suit ce raisonnement, il n'est pas certain que ça suffise à établir ici l'existence d'une attaque généralisée. C'est pas grave, on peut se référer à l'autre caractère, le caractère systématique. En quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, cette fois, c'est une approche qui est plutôt qualitative de la victime, une approche qualitative de la violence, pardon. On ne se réfère pas au nombre de victimes, on se réfère plutôt à la manière dont les crimes vont être commis, à l'existence et à la répétition délibérée et régulière de crimes similaires. En fait, on va rechercher s'il y a une espèce de scénario qui sous-tend les massacres. Donc ça va être par exemple le raid d'un village où il y a plusieurs assaillants qui vont tuer en masse au cours de ce raid-là. Donc parce que ce critère suppose la répétition d'actions similaires, eh bien, il ne va pas vraiment convenir pour qualifier des attaques qui sont constituées par un fait unique, comme un bombardement. Ça ne va pas pouvoir fonctionner. Donc, à partir de là, il va être difficile de conclure au caractère systématique du bombardement de la gare et de l'aéroport dont on a déjà parlé. Il reste, en revanche, le massacre de Boutcha. Et là, on pourrait conclure en ce sens. On pourrait conclure en l'existence d'une attaque systématique, puisque, a priori, il semblerait bien qu'il y ait une certaine ligne de conduite qui a été adoptée par les soldats et qui consistait donc à torturer, violer et tuer les civils présents et rencontrés. Donc, le massacre de Boutcha pourrait, à tout le moins, constituer une attaque systématique. Mais il resterait un dernier critère à vérifier pour qu'on puisse légitimement envisager la qualification de crime contre l'humanité. Et ce critère, c'est celui de l'existence d'une politique au soutien de l'attaque. Ce critère, il suppose que l'attaque a eu pour cible première et principale une population civile. En d'autres termes, ça veut dire que la population civile ne doit pas être la cible incidente d'une attaque d'une autre nature. C'est-à-dire, par exemple, que l'attaque de civils ne doit pas être intégrée finalement à une politique de nature martiale, à une politique de guerre. Ça doit vraiment être une politique autonome, une politique qui vise la persécution ou l'oppression d'un groupe de civils. Pour reprendre un exemple, c'était le cas de la politique de persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, politique qui n'entretenait absolument aucun rapport avec le conflit armé dans lequel était lancé le régime nazi. On avait deux politiques bien parallèles, l'une qui était une politique martiale, l'autre la politique criminelle contre l'humanité. Est-ce que le massacre de Boutcha répond à cette politique criminelle ou est-ce qu'il s'intègre à une politique martiale? En réalité, c'est assez dur à dire à ce stade. On n'a pas encore suffisamment d'éléments de preuve. Et c'est d'autant plus dur que la ville de Boutcha a été le siège d'un massacre, certes, mais aussi le siège d'affrontements armés. Donc les événements ne sont pas forcément simples à dissocier. On n'arrive pas encore très bien à les démêler. On n'a sans doute pas assez de recul, donc il faudra attendre d'avoir davantage d'éléments qui permettraient de mettre en évidence l'existence d'une telle politique d'oppression ou de persécution de la population civile qui soit totalement déconnectée du conflit armé. S'il s'avère au contraire que le massacre des civils était lié au conflit armé, alors on devrait préférer la qualification de crime de guerre. Sachant qu'on vient de le dire, elle peut tout à fait être appliquée à tous les crimes qui ont été commis. Donc, en d'autres termes, c'est une conclusion un peu en demi-teinte. Il faut attendre d'avoir peut-être plus d'éléments et plus de recul. En revanche, on va voir que la conclusion un peu plus ferme pour le génocide, c'est la dernière qualification qu'il convient d'envisager. Le génocide, enfin l'existence d'un génocide en Ukraine
est dénoncé aussi bien par les Russes que par les Ukrainiens. D'un côté, on a le président Vladimir Poutine qui a cherché à justifier les offensives militaires lancées contre l'Ukraine en alléguant l'existence d'un génocide qui serait mené par le régime de Kiev dans la région du Donbass. Selon lui, il y a donc des milliers de personnes russophones et russophiles qui seraient la cible d'une campagne de génocide qui interviendrait depuis maintenant 8 ans et qui commanderait une intervention armée en Ukraine, ce qu'il a fait pour les sauver. Et d'un autre côté, vous avez le président Zelensky qui dénonce l'existence d'une campagne génocidaire en Ukraine par les forces russes et donc contre les ressortissants ukrainiens, et dont la première illustration serait le massacre de Boutcha dont on a déjà parlé. Donc, pour savoir si ces qualifications sont fondées, encore faut-il définir d'abord brièvement le génocide. Le génocide, on peut dire que c'est une forme de crime contre l'humanité spéciale, et surtout une forme de crime contre l'humanité poussée à l'extrême, pour 2 raisons. D'une part, car cette entreprise tend vers une finalité bien spécifique et bien radicale, à savoir la destruction matérielle d'un groupe, c'est-à-dire son anéantissement. Le but du génocide, c'est de faire disparaître de la surface de la Terre une collectivité. D'autre part, c'est une entreprise plus radicale, en tout cas plus spéciale, puisque ça vise un groupe particulier. Ça doit être un groupe national, un groupe ethnique, un groupe racial ou un groupe religieux qui est visé. Et plus encore, ce groupe doit être visé à raison de ces caractéristiques qu'on vient d'évoquer. Donc, il doit être pris pour cible parce qu'il présente ces caractéristiques nationales, parce qu'il est d'une telle confession religieuse, parce qu'il répond d'une certaine ethnie. Donc, c'est un processus qui est extrêmement discriminatoire. À partir de là, donc de ces caractéristiques identifiées, est-ce qu'on peut considérer qu'un génocide a eu lieu en Ukraine? D'un côté, est-ce qu'on peut considérer que la population russophone et russophile du Donbass subit un génocide de la part du régime de Kiev? Alors d'abord, pour répondre par la positive, il faudrait pouvoir établir l'existence d'une politique de destruction. Pour l'instant, ce n'est pas étayé, semble-t-il. Mais même si c'était le cas, même si le pouvoir ukrainien avait ourdi toute cette politique de destruction, la qualification de génocide se heurterait en réalité à l'identité du groupe visé. Pourquoi? Parce que si on en croit Poutine, ce sont donc les russophones, donc ceux qui parlent russe, donc c'est un critère linguistique, et les russophiles, donc ceux qui soutiennent le régime russe, qui seraient visés. Or, ni la langue, ni les opinions politiques ne font partie des critères de discrimination admis dans la définition du génocide. À partir de là, on ne peut pas envisager cette qualification puisqu'il faut nécessairement que ce soit un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Donc ça n'empêche pas de recourir à d'autres qualifications si les faits étaient avérés, mais en tout cas, le génocide ne pourrait pas s'appliquer. D'un autre côté, qu'en est-il de la campagne menée en Ukraine par les forces russes? Est-ce qu'on peut considérer que ça relève d'une campagne génocidaire? Ça supposerait de démontrer que le massacre des civils ukrainiens, notamment à Boutcha, s'inscrit dans un projet plus large de destruction de la nation ukrainienne. Conclure en ce sens à ce stade paraît peut-être un peu excessif, même s'il ne s'agit pas de nier ici l'importance et la gravité de tous les crimes qui ont été commis. Simplement, il ne semble pas que l'objectif final de Moscou soit de détruire la nation ukrainienne. Donc à ce stade, on peut considérer que l'argument du génocide constitue plutôt un élément de rhétorique politique, plutôt qu'il relève de la logique juridique. Donc en conclusion, la qualification de génocide, même si elle est de plus en plus invoquée, ne semble pas pertinente. La qualification de crime contre l'humanité pourrait être appliquée à certains massacres, à condition toutefois de démontrer l'existence d'une politique de persécution ou d'oppression qui soit autonome et déconnectée du conflit armé. Et en définitive, ce sont plutôt les qualifications liées à la guerre, le crime d'agression et le crime de guerre, qui semblent les plus indiquées. Toutes les deux sont applicables aux faits. Elles se complètent et elles peuvent fonder la répression non seulement de la conception de la guerre, mais aussi de son exécution.
Donc, c'est celle-ci qu'on devrait retenir. Mais une chose est de dire que ces qualifications sont applicables, c'est-à-dire qu'elles pourraient être mises en œuvre au regard des faits. Et une autre est de les mettre en application au cours d'un procès pénal pour fonder la sanction des responsables. Or, cette application concrète des qualifications, elle peut se heurter à certains obstacles. Et ce sont en partie sur ces obstacles ce sont en partie de ces obstacles dont va traiter M. Thomas Héran.